Quelques petites questions d'abord sur l'expert que vous êtes. Vous êtes venu la semaine dernière, on vous a posé beaucoup de questions. On est d'accord que tout le monde a travaillé 2 ans de plus? Tout le monde? Non, pas forcément. On a dans la réforme 40% de personnes qui seront éligibles si le texte est bien rédigé. Et là, il y a effectivement un vrai travail avec le gouvernement à faire de la part des organisations syndicales et de l'opposition pour faire en sorte que ces 40% de personnes puissent partir à 58, 60, 62 ans. Donc tout le monde ne devra pas partir plus tard. D'accord ? Tout le monde ne va pas travailler 2 ans de plus? Pas tout le monde. S'il y a qui ne va pas travailler 2 ans de plus? Une personne qui serait vraiment carrière longue, qui aurait commencé à bosser à 18 ans. On va dire il y a carrière longue à 62, carrière très longue à 60 et carrière très très longue à 58 qui concerne peu de personnes. Et si quelqu'un a commencé à bosser à 18 ans, normalement il devrait avoir ses trimestres pour pouvoir partir à 60. D'accord. Comme aujourd'hui. Donc ceux qui ont, hormis les carrières longues, tout le monde va travailler 2 ans de plus? Tout le monde va travailler 2 ans de plus. Ça c'est important. Oui. Bon. Est-ce que toute la fonction publique va travailler 2 ans de plus? C'est-à-dire que le prof, le cheminot de la SNCF, celui qui travaille à la RATP, est-ce que tout le monde va travailler 2 ans de plus? Oui. Donc ils n'ont pas envie de travailler 2 ans de plus, forcément. Ces gens-là, les fonctionnaires, et quoi, personne n'a envie de travailler 2 ans de plus, en fait. Oui, pas les fonctionnaires plus que les autres. Non, mais personne. Non, mais les autres, tout le monde. Toute la vie, non. Mais pas, non, vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais c'est important de le dire. Absolument. C'est-à-dire que le cheminot, SNCF, le contrôleur que je vois à la SNCF qui contrôle mon billet, il va travailler 2 ans de plus. Oui. Oui ou non? Petit rappel, les cheminots peuvent partir aujourd'hui à partir de l'âge des conducteurs à partir de 52 ans. Oui. L'âge moyen de départ à la RATP, c'est un peu moins de 56 ans. Oui, mais ils n'ont pas le taux plein quand ils partent à 52 ans. Le 52 va devenir 54. D'accord. Bon, l'exemple que je citais, parce que moi, ce qui me frappe, c'est les gens qui gagnent très mal leur vie, qui sont en difficulté, qui font des métiers pénibles. Je disais, par exemple, on va prendre un plaquiste, par exemple, ou une femme de ménage, qui a commencé à travailler à 21 ans. Les deux. Bon, ces gens-là, ils vont travailler 2 ans de plus? 21 ans. Alors, un plaquiste, normalement, a commencé à travailler avant. D'accord, puisqu'il n'a pas fait d'études jusqu'à 21 ans. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on valide des trimestres avec un salaire relativement faible. 2 mois ou 3 mois de salaire peuvent permettre de valider une année entière. Donc, quand on travaille de manière intérimaire à, je sais pas, 18, 19 ans, on peut très bien avoir ces 4 trimestres, ce qui va compter, ce qui est quand même un avantage non négligeable. Donc, normalement, le plaquiste, il a commencé à travailler relativement jeune, il a probablement fait un CAP jusqu'à 16-17 ans, il a commencé à travailler à partir de 17 ans, et c'est là où la subtilité va être de savoir comment seront prises les périodes de chômage pour le calcul des carrières longues. C'est là où, pour moi, le vrai débat est, et ça va être dans les détails. Si on limite le nombre de périodes de chômage à 4 trimestres ou 1 année de chômage sur les 43 ans, effectivement, ça va exclure beaucoup de monde, et à ce moment-là, on ajoute de l'injustice au sujet de l'allongement de l'âge. Et puis la dernière question, qui est la plus essentielle, parce que je n'arrive jamais à avoir une réponse claire. Est-ce qu'on est obligé, en termes financiers, de faire cette réforme? Parce qu'on me dit que cette année, on est excédentaire. Oui. En 2050, on redeviendra excédentaire, et on a un petit trou où on ne l'est pas, où on est déficitaire. Est-ce que c'est vraiment utile alors qu'on vient de balancer 300 milliards dans le quoi qu'il en coûte, même si on est en déficit de 10 milliards? Je veux dire, là, tu n'as pas besoin de sortir de l'ENA pour considérer que c'est pas très grave, un déficit de 10 milliards quand tu viens de balancer 300 milliards sur le quoi qu'il en coûte. Alors, sur les 300 milliards, il y en a 200 milliards qui sont sur les comptes courants des Français. C'est-à-dire? Aujourd'hui, les comptes courants bancaires des Français mesurés sur les statistiques des banques ont augmenté depuis le Covid de 200 milliards de cash qui traînent sur les comptes bancaires. Effectivement, dans les 60% les plus riches de la population et moins sur les 40%. Bon, mais répondez à ma question. Est-ce que c'est vraiment utile? L'expert que vous êtes, parce que M. Ombril, par exemple, que j'écoute depuis hier, dit ça ne sert à rien. Alors, c'est inutile. On est en excédent en 2022 et je pense qu'on le sera en 2023. Donc, est-ce que faire la réforme en 2023 ou en 2024, ça change quelque chose? Non. Est-ce qu'à long terme, il faut faire quelque chose? Il y a un élément démographique, c'est dans le rapport du corps, c'est facile à trouver. Et même le corps, hier, il a dit que c'était pas utile. Le président, non, mais il y a un élément. Si vous prenez la population des plus de 60 ans rapportée à la population en âge de travailler, donc de 20 jusqu'à justement 60 ans, dans 20 ans, on sera sur un ratio de 1,2 actifs ou personnes en âge de travailler par rapport à un senior. Si vous prenez la population
en âge de travailler et que vous fixez la barre à 65 ans, vous comparez les plus de 65 ans dans 20 ans à la population en âge de travailler, on sera sur un ratio de 1,8, qui est beaucoup plus soutenable. Très clairement, le 1,2 n'est pas soutenable, sauf si vous voulez demain payer la moitié de votre salaire pour financer les retraites. Ensuite, il y a autre chose, c'est que l'âge d'entrée dans la vie active est de toute façon de plus en plus tardif. Entre la génération née en 1950 et 1960, on est rentré, et c'est des chiffres de la CNAV, 1 an et demi plus tard dans la vie active. Entre la génération 60, qui est partie l'année dernière. Entre la génération 1960 et 1970, on est rentré de nouveau 1 an plus tard dans la vie active. Donc, entre l'effet de l'âge d'entrée dans la vie active et la réforme Touraine, sans modification, la génération 64 partira de toute façon 1 an plus tard que la génération 1960. La génération 68 partira 2 ans plus tard que la génération 1960. Et la génération 73 partira 3 ans plus tard. Donc de toute façon, le départ plus tardif, il était déjà dans la réalité. On va écouter Emmanuel Grimaud, qui est président de Maximi Retraite, qui est un peu notre expert. Il dit 3 choses. Je voudrais savoir si vous partagez son analyse. Il dit réforme paramétrique. C'est toujours dans le temps et c'est pas utile de la faire rapidement. Vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. La réforme Touraine, elle a commencé à faire effet avec les personnes qui sont nées en 1957 ou 58, donc elle a été votée en 2014, elle a commencé à faire effet à partir de 2020. Donc ce qu'il dit n'est pas juste. Un trimestre, donc ça c'est pas juste. Et là encore, si vous voulez avoir un effet sur les comptes, plus on attend, plus ça retarde. D'ailleurs, c'est ce qui était reproché à la réforme Touraine à l'époque, c'était de dire c'est un petit peu mou comme rythme. Deuxième chose, quand il dit fallait d'abord, et ce qu'avait dit le président de la République, fallait d'abord résoudre le problème des seniors avant de s'attaquer à l'âge légal de la retraite. C'est une bonne analyse ou pas? On a un sujet sur l'emploi des seniors qui s'est énormément amélioré, c'est-à-dire qu'on a quand même une image encore du senior qui est viré à 52 ans et dont personne ne regardera le CV, ce qui n'est plus vrai. Il y a 500 000 personnes en cumul emploi-retraite. 500 000 personnes en cumul emploi-retraite, ça veut dire 500 fiches de paye, 500 contrats de travail, 500 000 contrats de travail, ça veut dire 200, 300, 400 000 personnes qui ont recruté des retraités. D'accord? Donc, je dis pas que tout va bien. Non, mais le pourcentage des gens qui sont au chômage au-dessus de 50 ans, est-ce qu'on le connaît? 11% d'après l'Agir. 11% des gens qui ont plus de 50 ans. Bon. Non, pardon. Pardon, j'avais pas écouté la fin de la question. Ça, c'est le pourcentage de personnes qui sont au chômage au moment de prendre leur retraite. Oui, alors ma question c'est, est-ce qu'il y a plus de seniors en retraite que de gens qui ont entre 25 et 50 ans? C'est ça ma question. Le taux de chômage, j'ai dit en retraite, des plus de 50 ans doit être également à environ 10%, et alors que le reste de la population est à 7,2. Donc oui. Bon, il y a un peu plus. Et mais le plus compliqué, c'est pas dire que tous les gens qui ont plus de 55 ans sont au chômage. Il faut prendre le taux de ceux qui travaillent. Oui, c'est ça. Bah oui. Le taux de ceux qui travaillent, il est plus bas que dans les autres pays, ça c'est vrai. Non, oui et non. Le taux d'emploi des 55-60 est équivalent aux autres pays européens. La protection sociale en France, c'est 850 milliards d'euros par an. Oui, mais ça veut rien dire, ça, ces chiffres. C'est colossal. On a un système je suis d'accord. Et je suis d'accord avec vous, il y a plein de choses qui sont très bien dans le système, et je pense que personne ne le remet en cause. Mais il faut le financer, ce système. Et pour le financer, il faut de l'activité, il faut des gens qui travaillent. Sur le chômage, je pense que la plupart d'entre nous autour de la table, on a entendu depuis notre adolescence le chômage, ça a toujours été la première préoccupation des Français. Mitterrand, à la fin de son 2e mandat, a dit contre le chômage, on a tout essayé. Depuis 2015, il a commencé à baisser, et depuis 2007, il est en chute impressionnante. D'ailleurs, personne n'en a parlé à la présidentielle. C'était plus un sujet. Aujourd'hui, le taux de chômage... Depuis 2017, vous voulez dire. Ça a commencé légèrement en 2015 et ça a baissé très fortement en 2017. On est retombé en dessous du taux de chômage de 1982. Le taux d'emploi est le plus élevé. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2015 et 2017 ? 2015, le CICE, donc une baisse du coût du travail, et depuis 2017, d'une part, une baisse des charges sociales qui avait désindustrialisé la France depuis 40 ans, et effectivement la réforme prud'homale. Donc, alors, on est beaucoup, les salariés sont très contents qu'il y ait moins de saisines parce qu'on avait 2 ans d'attente à Paris pour avoir un prud'homme, ce qui est totalement fou. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la séparation est plus facile, mais qu'est-ce que ça a entraîné ? Ça a entraîné beaucoup plus d'embauches, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup plus de facilité à embaucher. Et la baisse du chômage, là encore, vous ne pouvez rien dire. On est à 7,2. Alors, Grimaud est président de Maximi Retraite. Vous êtes un expert, mais vous êtes contesté par un autre expert qui dit c'est pas du tout les nouveaux barèmes des prud'hommes qui ont diminué le chômage, c'est la pyramide des âges. Vrai ou pas ?
Absolument pas, puisque justement le taux d'emploi a augmenté dans les dernières années pour atteindre un taux historique. Il y a plus d'emplois en France. D'ailleurs, c'est très simple. Si vous prenez les derniers chiffres de la sécurité sociale au 30 septembre, le nombre de salariés est par rapport à 2021, 30 septembre 2021 et par rapport au 30 septembre 2019, donc l'effet Covid ne joue pas, est de plus 3%. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est que la masse salariale versée sur les 9 premiers mois de l'année est de 11% supérieure à celle de 2021 et de 11% supérieure à 2019, ce qui est d'ailleurs une preuve qu'il y a une augmentation des salaires significative. Faisons attention aux chiffres, parce qu'un chiffre chasse l'autre, selon l'expression qu'on utilise souvent dans les premières années des cours de journalisme. Dans les écoles, on nous dit ça, un chiffre chasse l'autre. Est-ce que vous pouvez reposer cette question qui était un poil et la synthétiser? On s'appelle que c'est une question d'une simplicité publique. Hein. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure, un actif sur 7, 8 aujourd'hui ou demain, c'est tenable. 1 sur 2, 1,2, ça n'est pas tenable. C'est ce que vous avez dit. Absolument. Donc il faut qu'il y ait plus d'actifs par rapport aux retraités. On est bien d'accord. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, et c'est ça ma question qui me paraît simple, que pour augmenter le nombre d'actifs, il y a 2 grands volets qui sont totalement absents de cette réforme, à savoir le retour au travail par rapport à l'assistanat qu'on peut dénoncer effectivement, le retour au travail, donc plus de cotisants, et une politique de natalité pour retrouver effectivement, aujourd'hui on en est à 723 000 naissances, qui est le chiffre le plus bas depuis 1946, et on cherche sur des métiers en tension de la main-d'œuvre qu'on ne trouve pas en France, et qu'on va chercher de la natalité dans l'immigration. Donc, politique de natalité et retour à l'emploi. Voilà. C'est pas pour demain. Hein. La question paraît simple. Alors, oui, mais c'est pas pour demain. Oui, parce que pour financer effectivement ce qu'on disait... Vous voyez, j'ai une réponse claire. Pour financer ces 856 milliards, et là encore, c'est pas le sujet de les remettre en question, il faut qu'il y ait le plus d'activité possible, le plus d'actifs possible. Et effectivement, si on voulait que tout le monde parte à 57 ans, ça ne serait pas 856 milliards, ce serait 1300 milliards. Et donc, on n'aurait pas les moyens de les financer. Donc, bonne nouvelle, avec la baisse du chômage, le taux d'emploi a augmenté significativement. Et il y a un effet qui est assez important, c'est ce qu'on appelle l'effet horizon. Lorsque l'âge de la retraite est à 60 ans, il y a un désengagement et des entreprises et des salariés, hein, ça vient des deux, à 57, 58 ans. Lorsqu'on décale à 62 ans, il y a un désengagement dans la formation ou autre qui se décale de 2 ans. Je suis d'accord avec vous. Je veux dire, à partir du moment où tu as mis le quoi qu'il en coûte, c'est inaudible de dire qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est inaudible. Il faut le résoudre. Mais si, parce qu'on a fait n'importe quoi. Et il reste moins. On a fait n'importe quoi. Et maintenant, on dit... Comment ? Il fallait le faire. Il fallait faire le quoi qu'il en coûte. Il fallait confiner le pays. Il fallait confiner le pays. Il fallait sauver l'emploi. Il fallait confiner le pays. Oui, il fallait sauver l'emploi. Il fallait surtout pas confiner le pays et pas fermer les restaurants du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Donc comme on a fait juste n'importe quoi, qu'on n'a plus d'argent, et maintenant il faut faire comme Bruxelles décide. Je comprends les gens qui sont dans la rue et à qui on dit tu vas bosser pendant 2 ans de plus. Alors, parce qu'on sur les 60 milliards, on nous a pas dit à qui on allait présenter l'addition. Sur les 60 milliards d'aide aux entreprises, je vous rappelle donc les 856 milliards de protection sociale qui sont en grande partie quasi exclusivement payés par le travail. Oui. Aujourd'hui, quand vous donnez 1 000 € de salaire à un salarié, ça coûte 1 000 € de charge. Et s'il gagne plus de 2 100 € par mois, il y a 30% d'impôts. Donc il reste 700 € dans la poche du salarié. On a vidé la France de ses entreprises pendant 30 ans. Elles reviennent, on est le pays le plus attractif d'Europe. On ne va pas s'en plaindre. Et en plus, comme il y a moins de chômage, il y a plus de pouvoir de négociation. Mais quand, je vous répète, on t'explique qu'il y a un petit déficit de 12 milliards alors que tu viens d'en balancer 300, c'est inaudible. Voilà. Alors avançons parce que je voudrais qu'on écoute quand même des Français. Le quoi qu'il en coûte, c'est une fois. Les 12 milliards, c'est tous les ans. Par contre, attendez. Alors, je vous laisse, monsieur Emmanuel Grimaud. Je rappelle que vous êtes président de Maximis Retraite. Alors, on peut, par exemple, les gens qui ont des soucis sur la retraite, ils peuvent appeler, je fais de la pub pour Maximis Retraite, mais vous avez une entreprise, nous sommes d'accord, et vous donnez des conseils. Alors, c'est un peu cher, peut-être, sans doute, c'est ça qui est ennuyeux. Non, on fait des conférences gratuites pour expliquer comment ça marche, parce que le premier sujet, c'est la complexité et aider les gens à y voir clair. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel de notre activité, c'est auprès des entreprises et des DRH pour justement améliorer la gestion des seniors, sur lequel il y a beaucoup à faire. Bon,